Mesdames, Messieurs, vous suivez votre magazine, c'est Éclairage. Je reçois dans ce numéro le secrétaire exécutif de l'autorité du bassin du Niger, Monsieur Abderrahim Bireme Hamid. Monsieur le secrétaire exécutif, bienvenue dans ce magazine. Merci, bonsoir. Merci. Né sur les cendres de la commission du fleuve du Niger, l'autorité du bassin du Niger ABN est créée le 21 novembre 1980. Elle totalise aujourd'hui 40 ans. Elle a pour mission de promouvoir la coopération entre les pays membres, à savoir le Bénin, le Burkina Faso, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, la Guinée, le Mali, le Niger, le Nigeria et bien entendu le Tchad. Alors, monsieur le secrétaire, peut-on dire aujourd'hui que la promotion de la coopération entre les pays du bassin est à la hauteur des attentes des populations riveraines? Ok. Merci beaucoup d'abord de m'avoir donné cette occasion pour m'adresser à nos concitoyens. Et si vous me permettez, avant je profite de votre micro pour féliciter le président de la République du Tchad qui a été honoré par l'Assemblée nationale par le titre honorifique du maréchal du Tchad. Oui. Quant à l'autorité des bassins de Niger, comme vous venez de le dire, effectivement, au départ, c'était une commission. Les fleuves Niger, et d'ailleurs, ils étaient créés au même moment, ils étaient créés au même moment que le CVLT, en 64. Et après, le 21 novembre 1980, c'est changé en autorité. En autorité, pour apporter maintenant le nom de l'autorité. Oui, moi je dirais la coopération, effectivement, il est en évolution. C'est une responsabilité essentielle de promouvoir cette coopération pour l'ensemble des 9 pays que vous venez de citer. Et cela, ça a été traduit par beaucoup de choses, au niveau des textes. D'abord, la matérialisation de ce qu'on appelle une charte d'eau. Oui. Cette charte exige dans son article 9 que tout conflit ou toute dispute sur l'eau transfrontalière entre les 9 pays doivent être réglés par entente. Donc, ça c'est un. Et pour ça, il y a des instruments qui ont été construits, des annexes à cette charte d'eau. Et ça, c'est une réalisation juridique très importante qui va vraiment assurer une survie harmonieuse de l'institution entre nos différents États. Donc les pays membres se sont entendus pour mettre sur pied un mécanisme de gestion des conflits si jamais ça intervient. Voilà, exactement. Et même la gestion de l'eau, pour la gestion de l'eau. Donc l'arbitre en la matière, c'est l'autorité des bassins. Et en plus de ça, nos chefs d'État, ils ont adopté ce qu'on appelle la vision intégrée, et que c'est un ensemble de données pour le développement intégré des bassins. Oui. Ça a été adopté et c'est là, cette vision-là a été comptabilisée pour un montant de 7,11 milliards de francs CFA. Et ça, c'est au titre de quelle année? Depuis 2008 que cela a été adopté. Et par la suite, maintenant, il y a l'application via les projets intégrés qui est lié à l'adaptation du changement du climat. Et sur ça, nous avons commencé par un premier projet maintenant qui est réalisé, qui est en train d'être réalisé dans l'ensemble des 9 pays pour un montant de 232 millions de dollars. Il s'agit de quel projet, monsieur le secrétaire? Le PIDACA. Voilà. Ok, monsieur le secrétaire, vous venez de dire qu'il est question d'assurer un développement intégré du bassin dans tous les domaines, dans la mise en œuvre des ressources. Alors, quelles sont les dimensions qui sont prises en compte dans ce développement intégré? Parce qu'on a les ressources en eau, on a l'énergie, on a les communications, on a l'agriculture, on a la pêche. Qu'est-ce que cela prend en compte exactement? Parfait. Nous, dans notre vision,
ou bien la vision de l'institution de faire un développement intégré. Ce développement intégré prend en compte l'ensemble des activités humaines qui se trouvent autour des bassins. L'agriculture, l'élevage, la pêche, et le transport fluvial, l'énergie, parce qu'il y a des constructions de barrages et autres, tout ça. Donc l'ensemble de cela est pris en compte. Et en ce qui concerne les grandes infrastructures, je peux dire actuellement, il y a deux grandes infrastructures qui sont en construction, l'un au Mali et l'autre au Niger. Donc c'est des barrages. Et le troisième, on est en phase d'étude. Par exemple, ça c'est des grandes infrastructures qui vont participer à la rationalisation de la gestion de l'eau au bénéfice de l'ensemble des habitants des bassins. Vu la distance qui sépare les différents pays, si nous prenons par exemple le cas du Tchad, qu'est-ce que le Tchad bénéficie? Qu'est-ce que la portion nationale du Tchad bénéficie en termes de projets mis en œuvre par l'ABN? Ok. Tout à l'heure, moi, je vous ai dit que ce qui est adopté, c'est de faire un développement harmonieux sur l'ensemble des bassins. Nous, notre portion nationale se trouve au dé Mayukubi. Mayukubi Est-Ouest, les deux provinces, et à peu près 4 à 5 départements qui font partie de cette portion-là, la portion nationale. Cela bénéficie actuellement d'un projet d'un montant exact de 11,136 millions, 11 milliards 136 millions. Et cela touche beaucoup de domaines. Quels sont les domaines qui sont touchés? Exemple, j'y arrive. D'abord, l'objectif visé, c'est créer des emplois permanents après la fin des projets. Donc, dans cet objectif, c'est viser au minimum la création d'emplois pour 11 000 jeunes et femmes. Aussi créer des moyennes entreprises. 10 seront appuyées par le projet, 5 pour les femmes et 5 pour les jeunes. Et après ça, il y a des aménagements de terres cultivables. Il y aura un aménagement de bas-fonds de 300 hectares, et cela serait uniquement géré par ces jeunes, à leur niveau, et la production aussi se serait écoulée par leurs entreprises. Pas seulement ça, nous avons encore une unité de, comment dirais-je, de pisciculture. Ce n'est pas pour les alovins, on l'appelle les alovins. Voilà, pour alimenter les cours d'eau et les mares des poissons. Et ça aussi, ça va certainement régénérer des avantages même pour le fleuve principal. Et en plus de ça, il y aura la création des mares. Donc on va creuser des mares, et ces mares-là seront destinées, certaines pour la culture contre-saison et certaines pour l'élevage. Et il y aura des centres de vaccination pour les éleveurs, les bétails. Et en même temps, il y aura aussi un appui de construction de quelques marchés dans la zone. Donc, c'est un programme qui est exécuté dans le lieu des bassins, et en même temps, il est contrôlé non seulement par le contrôle central au niveau de l'ABN, ni par les partenaires, mais nous avons des associations qui sont affiliées à l'ABN. On les appelle associations des usagers et usagères de la portion nationale, des bassins, donc au niveau national. Et il est géré par une présidente. Cette association-là, elle est entièrement associée dans le suivi de ces projets, parce que les bénéficiaires, leurs données seront immédiatement accueillies et par la suite analysées. Appuyé par cela, monsieur le directeur, vous-même, vous étiez au départ sur la base de la création
de réseau de journalistes, ok, ABN, et que ces journalistes-là aussi sur le terrain, ils seront des arbitres. Si nous travaillons bien, ils vont dire, bon, vraiment le travail est bien. S'il y a des manquements, ils n'hésiteront pas à le dire. Et voilà, ces ensembles-là qui vont travailler au niveau national. Et cela est valable pour chaque pays. Ce même projet est exécuté dans tous les pays. Pour combien de durée? Pour une durée de combien d'années? 6 ans. De 6 ans. Et généralement, les projets qui sont mis en œuvre dans les communautés sont conçus sans que les bénéficiaires soient associés. Est-ce que ce projet a été conçu en collaboration avec les communautés locales? Bien sûr. Bien sûr. Parce que ces projets ne sont pas vraiment conçus au niveau de l'ABN, ni par les partenaires. Nous avons la vision partagée, comme je l'avais dit, et nous avons les stocks de données des projets présentés par les pays. Et que ces projets-là, au moment du montage, nous avons fait les concertations, les contacts nécessaires avec les populations concernées via leur association. Elles ont donné leur avis et c'est ainsi que ces projets-là ont été adoptés. Aujourd'hui, par exemple, au Tchad, nous parlons de mares pour l'abréviation des animaux. Pour les éleveurs. Donc, c'est un cas pour le Tchad. Mais un cas pareil n'est pas valable pour la Guinée. Vous voyez? Donc, les projets sont réfléchis au niveau national en concertation avec les bénéficiaires. Et d'ailleurs, les bénéficiaires aussi, dans ces cadres-là, elles vont recevoir un renforcement des capacités. De telle sorte qu'elles-mêmes, dans l'avenir, elles seront en mesure de gérer comment dirais-je, les installations et les bénéfices tirés de ces projets-là pour le pérenniser, au lieu que vraiment cela prend fin juste après le départ du projet. En dehors du PIDAC, c'est le projet d'adaptation au changement climatique, quels sont les autres projets porteurs qui sont mis en œuvre actuellement dans les différents pays et qui contribuent effectivement non seulement à aider au développement, mais à un développement durable? On a actuellement un projet qui s'intéresse aux eaux souterraines. Donc on est en train de faire avec la coopération allemande pour le rendre vraiment accessible à tous les pays. Avant, il y avait une première phase qui était pilote, mais maintenant, l'ensemble des pays vont bénéficier de ces projets-là. Parce que aussi, nous ne devons pas seulement s'intéresser aux eaux de ruissellement. Il faut qu'on s'intéresse aussi aux eaux souterraines qui sont des quantités importantes de très loin, des quantités d'eau de ruissellement annuelles. Donc, et dans l'avenir aussi, ces eaux-là, nous allons les utiliser avec les besoins, pour l'agriculture, pour l'élevage, pour beaucoup de besoins humains. Nous avons encore un autre projet qu'on avait entamé avec la Banque mondiale, mais malheureusement, avec Covid, tout a été stoppé. Donc, depuis le ralenti, vous le voyez, depuis décembre 2019 et jusqu'à nos jours, donc avec Covid-19, tout a été ralenti, mais c'est un projet aussi intégré qu'on est en train de le travailler avec la Banque mondiale pour un montant de 500 millions de dollars. Voilà. Ok, monsieur le secrétaire exécutif, il y a un phénomène qui bloque le développement de l'autorité du bassin du Niger, du moins les activités de développement engagées par l'autorité du bassin du Niger sont bloquées par un phénomène. Je voudrais parler du terrorisme qui empêche la plupart des pays membres de l'ABN à se développer. À ce niveau, qu'est-ce que vous, en tant qu'entité chargée de la mise en œuvre des activités de développement, qu'est-ce que vous faites pour lutter contre, en même temps lutter contre la pauvreté en faisant du développement alors que l'insécurité est là? Ok. Certes, c'est une réalité, l'insécurité. Et surtout que nous avons pratiquement 4 pays du G5 qui font partie de l'ABN. Et moi, je trouve que dans l'OTAN, les partenaires, quand il y a l'insécurité, on stoppe tout soutien
au niveau du développement ou du projet de développement dans les zones. Et je trouve que c'est une erreur fatale. Nous devons intégrer l'aspect... Parce que la cause même du terrorisme, c'est la cause de l'insécurité, c'est la pauvreté de la population. C'est pourquoi nous devons intégrer l'aspect sécurité dans les coûts des projets. Absolument. Parce que si nous ne réalisons pas dans les zones difficiles des projets de développement, c'est comme on est en train d'encourager les bras valides et les jeunes d'aller chercher ailleurs, soit aller en Europe ou bien aller intégrer les terroristes. Les projets que vous mettez maintenant, les projets que vous mettez maintenant en œuvre, est-ce que vous intégrez ces aspects? Nous, d'abord au niveau de l'ABN, nous ne gérons pas l'aspect sécuritaire. Nous ne gérons pas. Mais cet aspect sécuritaire, il est intégré dans des institutions régionales. Vous avez le G5 et vous avez le CBLT. Et nous avons fait des conventions avec le G5 en décembre 2019 et nous avons fait aussi au début de cette année 2020 une convention avec la CBLT. De telle sorte que dans les projets de développement, nous allons les soutenir avec l'aspect technique que l'ABN en a pour réaliser cela. Mais pour nous aussi, ce que nous disons dans nos projets actuels, qu'on a par exemple les constructions, disons, des barrages que tout à l'heure moi j'avais cité. Ils ont un aspect sécuritaire très important et qui coûte très cher aux États, avec la mobilisation des forces de l'ordre, des forces de défense et de sécurité pour protéger les grands ouvrages, et cela n'est pas intégré dans le cadre des projets. C'est pourquoi nous avons dit qu'il soit absolument cet aspect, on doit défendre pour que nos partenaires dans l'avenir intègrent l'aspect sécuritaire dans le coût du projet. Et ça, c'est tellement indispensable, le projet de développement. Ok, monsieur le secrétaire exécutif, faut-il repenser le développement selon vous, d'après cette situation que vous venez d'expliquer? Bien sûr. Bien sûr, il faut repenser. Nous ne devons pas accepter des projets qui sont conçus ailleurs, ni seulement par des institutions, même qu'ils soient l'ABN et autres, tout ça sur place. Il faut absolument intégrer l'aspect population bénéficiaire dans le préparatif des projets et prendre en compte leur avis, parce que c'est là, ce serait le premier pas vers la réussite des projets. Mais concevoir un projet dans un bureau fermé quelque part et venir et dire voilà, nous allons l'exécuter, certainement sur le terrain on va trouver des difficultés alors que c'était possible de les éviter. Donc nous, dans notre objectif, c'est pourquoi maintenant l'association des usagers et usagères au niveau des bassins dans son ensemble, elles font partie intégrante de nos réunions statutaires. Dans nos réunions statutaires. Ces associations existent dans tous les 9 pays? Les 9 pays, ils ont une coordination. Ils ont une coordination. Nous réunissons les associations chaque année dans on a un comité qu'on appelle comité de pilotage. Nous, il vient, il assiste avec nous. Tous les présidents de ces associations avec leurs coordonnateurs. Et le coordonnateur assiste avec nous à leur nom au niveau du Conseil des ministres et voire même au niveau du sommet des chefs d'État. Donc, ces projets actuellement qu'on est en train de les exécuter, effectivement, la participation des populations a été, ou bien l'avis des populations a été pris en compte. Et vous connaissez certainement Madame la Présidente, Madame Aldime. Vous pouvez vraiment l'interroger sur ça et peut-être elle va vous parler des PIDAC en professionnel. Voilà. Ok. Aujourd'hui, le phénomène des changements climatiques impacte négativement sur les activités de développement. À ce niveau, quels sont les projets innovants que l'ABN peut mettre en place pour permettre vraiment aux populations du bassin de se prendre en charge en minimisant les effets liés au changement climatique? Ok. Moi, je vous ai dit au départ dans mon intervention,
que nous avons une vision, cette vision-là pour un montant, et les grandes parties de ces projets, ce sont des projets pour réduire les effets du changement climatique. D'abord, il faut qu'on reconnaisse que le changement climatique, c'est une réalité et il est irréversible dans l'immédiat. C'est à nous de s'adapter et c'est à nous de rationaliser la gestion des ressources qui sont à notre disposition. Et cela, ce n'est pas impossible. Aujourd'hui, quand vous prenez l'agriculture, il y a beaucoup de déperdition de l'eau. OK? Mais le jour où nous intégrons l'aspect d'irrigation moderne, OK? Certainement, on va économiser beaucoup d'eau. Aujourd'hui, vous avez certaines plantes qui consomment énormément d'eau. Par exemple, les riz. Il y a des qualités qui consomment beaucoup d'eau. Maintenant, il y a un développement. Nous allons encourager les gens à utiliser ce qui consomme, l'espèce qui consomme moins d'eau, ainsi de suite. Il faut améliorer les semences. Il faut améliorer les semences. Et cela existe. Et aujourd'hui, ça m'a étonné. Quand je suis parti en Guinée, c'est vrai, il est le château de l'Afrique, il y a beaucoup plus d'eau. Mais il y a dans certains endroits, les gens, ils cultivent le riz dans les champs. Parce que c'est une qualité améliorée et qui ne nécessite pas beaucoup d'eau. Et ça suffit avec l'eau de pluie et ça donne des résultats. Vous voyez? Donc, ce sont des aspects très importants sur lesquels on est en train de travailler. Et si j'ai ajouté l'aspect de dire les eaux souterraines, aussi leurs outils, leur quantification, leur identification, ainsi de suite, tout ça, c'est important parce que dans l'avenir, avec les besoins, certainement, il y aura aussi un appel à cette eau-là. Aussi, il faut que ce soit géré de manière rationnelle pour ne pas le vider. Les projets mis en œuvre au niveau de l'ABN sont-ils en adéquation avec la lutte contre l'insécurité alimentaire? L'insécurité alimentaire, c'est un objectif à atteindre. Et pour atteindre la sécurité alimentaire est un objectif à atteindre par l'ABN. Par l'ABN et par tous nos pays. Parce que c'est quelque chose de très important. Mais il faut préparer le terrain. Il faut préparer le terrain. OK? Et il y a un ensemble. Aujourd'hui, l'amélioration des semences. C'est quelque chose qui est très important. Aujourd'hui, dans notre agriculture traditionnelle ici, vous voyez là, nous prenons des semences de marché, on utilise. Le rendement est faible. Vous voyez? Donc, ces aspects-là doivent être aussi continués et c'est pourquoi maintenant, par exemple, le SILS, elle travaille avec ces institutions spécialisées dans ces améliorations des semences. Et jusqu'à maintenant, cette culture d'utiliser des semences améliorées n'est pas vraiment propagée dans tous nos pays, dans nos zones. Donc il y a un effort supplémentaire à faire. Donc l'ABN s'associe avec les États à atteindre cet objectif suffisance alimentaire. Monsieur le secrétaire exécutif, vous êtes à la tête de l'ABN il y a de cela quelques années. Quelle lecture faites-vous de l'avenir du bassin, de l'autorité du bassin du Niger? Moi, je dirais il y a de l'avenir pour le bassin et surtout que nos pays, ils ont mis des règles et que ces règles-là, elles vont les gérer. Et les premières des choses, grâce à ces règles-là, que nos pays sont en train d'éviter, c'est le conflit entre eux. Quand les 9 pays décident de gérer leurs eaux transfrontaliers par consensus et qu'il n'y aura aucune, comment dirais-je, confrontation, c'est déjà une bonne chose, très importante. Et deuxième chose... Est-ce que c'est ce qui se vit entre les populations du bassin? Entre les populations du bassin. Ils vivent cette réalité? Bien sûr. Bien sûr, on les informe. Et aujourd'hui, moi, je vous dirais une réalité, par exemple, de cette gestion apaisée là. N'importe quel pays de l'ABN, quand il a un projet et qui va puiser de l'eau, OK?
il y a une autorisation à demander à l'ABN. L'ABN fait l'analyse, fait l'étude, quantifie la quantité d'eau dont elle a besoin. Et elle va dire par rapport à l'écoulement des fleuves. OK? Et par rapport à la quantité d'eau qui tombe dans l'océan. Et à ce moment-là, elle va dire oui, ce projet-là est fiable et il n'aura pas de conséquences sur la survie du fleuve. Mais elle a l'obligation de notifier tout ça pour les 8 autres pays membres. Okay. Donc vous avez une vue sur la gestion des eaux souterraines comme des eaux de surface? Non, eaux souterraines, non. C'est l'eau de ruissellement. Mais nous avons dit qu'il faut absolument ajouter cette mission-là à l'ABN qui est une mission très importante de maîtriser l'eau souterraine. Parce que vous avez dit tout à l'heure qu'il y a une richesse énorme des eaux souterraines. Oui. Bien sûr. Il faut rassurer aussi en même temps qu'il n'y aura pas de pollution qui va gâter l'eau souterraine. Donc il y a un ensemble de travail. Ce sont des dispositions que vous prenez au niveau de l'ABN? Non, on cherche. Vous cherchez. On cherche à dire. On cherche à faire, surtout qu'on a un observatoire qui aura vraiment un rôle important à jouer dans ce domaine. Parce que les dispositifs de texte, on est en train de les compléter. On est en train de les compléter. Même si l'institution est ancienne, nous avons d'autres textes à compléter pour vraiment avoir l'ensemble de l'arsenal juridique. Et à ce moment-là, l'exécution, ce serait facile. L'institution doit s'adapter au contexte en améliorant aussi ces textes. Monsieur le secrétaire, je dis bientôt la fin de votre mandat. Quel est le sentiment que vous avez en tant que premier responsable de l'ABN pour avoir géré déjà l'ABN? Ok. D'abord, je rectifie. Moi, je complète le mandat de notre compatriote Dr Toukta Bouguina. C'est fini depuis janvier. Et maintenant, malheureusement, le sommet des chefs d'État n'a pas eu lieu. Ça a été programmé pour le mois de mars, mais malheureusement, avec Covid, cela a été reporté. Donc maintenant, je suis en train d'assurer un intérim. Bientôt, les instances vont se retrouver et certainement, elles vont décider des mandats de secrétaire exécutif. Et quel est le sentiment que vous avez pour avoir géré ça? Vous avez un sentiment de satisfaction pour avoir géré? Très bien, je suis très content parce que d'abord, c'est un honneur pour moi et un honneur pour le Tchad, dans la mesure où, quand je suis arrivé à l'ABN, je l'avais trouvé par terre. Mauvaise relation avec les partenaires, et mauvaise relation avec les pays, un endettement de 400 millions de couverts bancaires, et aujourd'hui, nous avons sorti de toute cette turbulence-là, et nous avons rétabli les bonnes relations avec les pays et avec les partenaires. Donc pour moi, je suis le seul Tchadien là-bas. Je souhaite que dans l'avenir, il y aura d'autres Tchadiens qui vont venir et certainement, on fera pour que d'autres Tchadiens aussi vont venir et participer dans la mesure où c'est une structure sous-régionale. Donc, sur ces côtés, je suis satisfait et je tiens absolument à remercier vraiment le maréchal de Tchad qui a placé sa confiance en moi et je pense que les pays peuvent témoigner par la suite si vraiment nous avons exécuté notre tâche de manière convenable ou non. Monsieur le secrétaire exécutif, aujourd'hui les acteurs de développement font face à la pandémie du coronavirus. Avez-vous un message à lancer à la population du bassin en termes de prévention et de lutte contre cette maladie qui a freiné les activités de développement, certainement au niveau de l'ABN aussi? D'abord, chacun de nous peut faire un constat de ce que Covid a causé. Et certainement, si nous ne réunissons pas nos efforts pour lutter contre Covid, c'est elle qui va nous détruire. Parce qu'aujourd'hui, elle a stoppé tout dans le monde. Et elle a retardé tout dans le monde. Donc, c'est à nous, maintenant, de prendre le courage de lutter contre Covid. Et la lutte, elle est très simple. Elle est très simple.
tout simplement ce que je demande aux populations, de respecter les mesures que les différentes structures de santé dans nos pays ils ont édictées et les différentes mesures que nos gouvernements respectifs ils ont édictées. Et je crois que ce n'est pas impossible. Ensemble, en respectant ces mesures-là, certainement, on va finir avec Covid et la vie reprendra son, comment dirais-je, rythme normal qui existait dans le temps avant Covid. Donc, ce que je demande, respecter les mesures barrières. Respecter les mesures barrières. Sensibiliser les autres à respecter les mesures barrières. Voilà. Oui, au Tchad, le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, demande aux populations tchadiennes de vivre avec le Covid, c'est-à-dire il faut faire le développement. Exactement. En acceptant de vivre avec le Covid. Est-ce que ce message vous lancez également aux populations des 9 pays de l'autorité du bassin du Niger? Oui, exactement, il faut qu'on vive avec. Parce qu'il est là, ça ne doit pas nous décourager, ou si nous ne devons pas donner l'occasion à Covid à nous terrasser. Donc, par conséquent, nous devons mettre dans notre tête qu'il est là et nous pouvons faire nous pouvons faire notre travail et en même temps, nous pouvons lutter pour ne pas donner la chance à Covid de nous battre. C'est tout à fait normal et c'est là vraiment valable à tous les pays et à toutes les populations des bassins et le président vraiment il a vu à juste titre. On ne peut pas vraiment croiser les bras et attendre jusqu'à ce que Covid disparaisse pour qu'on reprenne notre vie ou notre activité normale. Il faut absolument qu'on lutte. Monsieur le secrétaire exécutif de l'ABN, avez-vous un dernier message à lancer à l'endroit des populations du bassin en termes de développement? Oui, à la population du bassin en termes de développement, moi ce que je dirais, vous avez des projets entre vos mains, s'il vous plaît, il faut travailler pour que il faut s'associer et travailler et approprier ces projets-là parce que les projets, ils ont une durée de vie. Et quand les projets prennent fin, vous serez en mesure de continuer à tirer les bénéfices que vous avez ou les connaissances que vous avez accumulées à partir de la réalisation des projets dans votre zone. Donc aussi, nous pouvons améliorer notre vie que via l'apprentissage et le travail. Donc, cet apprentissage-là, ça doit nous accompagner et que le travail, minime qu'il soit-il, il est nécessaire de le faire. Il ne faut pas attendre un soutien de l'extérieur tout le temps. Il faut absolument, vous-même, vous faites l'effort nécessaire pour se prendre en charge. Monsieur le secrétaire exécutif, je vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, c'est tout pour ce numéro. Au nom de toute l'équipe de votre magazine, je vous dis merci. D'ici là, respectez les gestes barrières. Covid-19 est toujours là. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour un autre numéro de votre magazine. Au revoir et à très bientôt.